alors que les invités faisaient semblant que nous étions la famille Mercier parfaite, puis la main tremblante de grand-père Georges a laissé tomber un petit morceau de dinde sur la nappe en soie. La chaise de mon père a raclé le sol si violemment que la musique s'est arrêtée. Ça suffit, a-t-il grogné, si tu ne peux pas contrôler ce vieil homme inutile, sortez, tous les deux. Avant que je puisse réagir, il a poussé le fauteuil roulant de grand-père vers la porte, m'a traîné par le bras et nous a jetés dans la nuit glaciale. Je pensais que nous avions tout perdu, mais je ne savais pas que grand-père avait un secret d'une valeur de 2,3 milliards d'euros. Je n'ai pas senti le froid au début, car le choc est plus chaud que n'importe quel manteau. La neige s'accumulait sur les genoux de grand-père Georges alors qu'il serrait la fine couverture sur ses jambes, sa respiration devenant rapide et superficielle comme toujours lorsqu'il avait peur mais essayait de ne pas le montrer. « Chloé, est-ce que ça va » a-t-il chuchoté. Je n'allais pas bien, mais j'ai hoché la tête quand même. Derrière nous, à travers les fenêtres givrées du manoir, les rires continuaient comme si de rien n'était, comme si un homme en fauteuil roulant et sa fille ne venaient pas d'être jetés dehors comme des ordures. J'ai martelé la porte en criant « Papa, ouvre la porte, grand-père pourrait geler ici. » À l'intérieur, j'ai entendu le cliquetis des verres, quelqu'un a demandé ce qui se passait, puis la voix de mon père, froide et tranchante, a répondu « Rien, je sors juste les poubelles. » Les poubelles, c'était nous. Ma gorge s'est serrée, une brûlure montant derrière mes yeux, mais je me suis forcé à rester calme pour grand-père. « Viens, dis-je en m'agenouillant près de son fauteuil, je te ramène à la maison. » Il a tendu la main, posant sa paume tremblante sur mon épaule et a chuchoté qu'il était désolé, qu'il n'avait jamais voulu que je voie ça, mais j'avais tout vu, son humiliation, la cruauté de mon père, les invités prétendant ne rien remarquer. Alors que je poussais son fauteuil roulant dans l'allée verglacée, la neige craquant sous mes bottes, une pensée s'est ancrée profondément dans ma poitrine comme une pierre, ce n'était plus ma famille, pas après ce soir. Je n'avais aucune idée que les perdre était la première étape vers la découverte d'une vérité valant une fortune. Dès que nous avons atteint mon minuscule appartement rue Gambetta, le chauffage a rendu l'âme encore une fois, nous accueillant avec son tout habituel, 2 clics faibles puis le silence. Parfait. Je me suis précipité pour faire entrer grand-père Georges, frottant ses mains froides entre les miennes. Reste là, grand-père, je vais faire chauffer de l'eau, lui dis-je. Il a hoché la tête en essayant de sourire, disant qu'il avait survécu à pire, mais ses lèvres devenaient bleues. L'appartement était embarrassant de petitesse, avec sa peinture écaillée, son canapé affaissé et sa kitchenette à l'ampoule clignotante, tout semblait encore pire comparé au manoir rempli de lustres de mon père. J'ai surpris grand-père en train de scanner la pièce, non pas pour juger, mais avec peine. « Chloé, dit-il doucement, je ne devrais pas être ici, je suis un fardeau, mets-moi dans une maison de retraite. » Non, le mot est sorti comme une gifle. Je me suis agenouillé devant lui, saisissant ses mains fragiles, « Tu ne vas nulle part, tu restes avec moi. » Ses yeux ont brillé. Cette nuit-là, j'ai réchauffé les restes de mon service à la brasserie, un demi-poulet rôti et de la purée que j'avais emballé car je savais que nous pourrions en avoir besoin. Je les nourris lentement, regardant ses mains trembler alors qu'il essayait de lever la fourchette. « Chloé, tu travailles trop, dit-il. »« Je vais bien, ai-je menti. » Je travaillais le matin à la brasserie, puis je faisais la mise en rayon au supermarché jusqu'à minuit, mes jambes me faisaient mal constamment, mes mains étaient gercées par l'eau chaude et le savon bon marché, et mon sommeil ne venait que par bribes inégales. Mais quel choix avais-je? Le loyer, les médicaments, la nourriture, tout avait doublé au moment où grand-père avait emménagé. À 2 heures du matin, après avoir lavé la dernière assiette, je me suis effondré sur le petit lit pliant à côté de son fauteuil roulant. Grand-père a tendu la main, écartant une mèche de cheveux de mon visage, « Tu ne devrais pas sacrifier ta vie pour moi, chuchota-t-il. J'ai avalé difficilement, je ne sacrifie rien, tu es ma seule vraie famille. » Une larme a coulé sur sa joue ridée. De toutes les nuits passées ensemble, celle-ci est restée gravée dans ma mémoire, 2 personnes essayant de partager de la chaleur dans une pièce qui en avait à peine, 2 personnes abandonnées mais s'accrochant l'une à l'autre. Je pensais que c'était le point le plus bas de nos vies, mais nous étions seulement au bord d'une vérité bien plus grande, une vérité qui allait tout renverser. C'était un rare dimanche matin où je ne courais pas au travail, je faisais la vaisselle quand grand-père s'est raclé la gorge. « Chloé, dit-il d'une voix étrangement stable, peux-tu me conduire quelque part aujourd'hui ? » Je me suis figé car il n'avait pas demandé à aller nulle part depuis des semaines, pas depuis que papa nous avait jetés dehors. « Où, ai-je demandé ? » « Tu verras. » Il semblait différent, calme, sérieux, presque résolu, un ton que je n'avais jamais entendu chez lui auparavant. Je l'ai aidé à s'installer sur le siège passager,
j'ai bouclé sa couverture autour de ses jambes, puis j'ai plié son fauteuil roulant dans le coffre. Quand j'ai démarré le moteur, il a pointé droit devant, prend à gauche, continue de rouler. Pas d'adresse, pas d'indice, juste des instructions calmes. Nous avons dépassé les rues familières de la ville, passé la brasserie, le supermarché où je travaillais la nuit, la petite clinique où je prenais les médicaments de grand-père, puis le paysage a changé. Les maisons devenaient plus grandes, les trottoirs plus propres, les voitures plus luxueuses. Grand-père, où allons-nous, ai-je demandé à nouveau. Il n'a pas répondu, il a juste posé doucement sa main sur la mienne, fais-moi confiance, Chloé. Enfin, nous avons atteint un portail en fer forgé qui semblait appartenir à un domaine historique, haut, noir et sculpté de motifs complexes. J'ai ralenti la voiture, grand-père, c'est le manoir de quelqu'un. Avant que je puisse finir, les portes se sont ouvertes automatiquement et 2 gardes sont sortis, ont ajusté leurs uniformes et se sont inclinés devant mon grand-père. Ma mâchoire est tombée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'un des gardes a dit, « Bienvenue chez vous, monsieur Mercier, nous avons été informés de votre retour possible. » Retour? Monsieur Mercier? J'ai regardé grand-père, il a juste souri faiblement, « Avance, ma chérie. » Le chemin au-delà du portail était long, bordé de rosiers en fleurs, de statues en marbre et de fontaines qui projetaient la lumière du soleil en éclats d'arc-en-ciel. C'était comme conduire dans un rêve dont je ne me souvenais pas. Au bout du chemin se dressait un château si énorme que j'ai cru d'abord que c'était un hôtel, avec des murs en pierre blanche, des toits en ardoise et des fenêtres voûtées brillant sous le soleil de l'après-midi. J'ai écrasé les freins sans le vouloir. Grand-père, ma voix s'est brisée, à qui est cette maison? Il m'a regardé, les yeux chaleureux et incroyablement tristes, à nous. Les portes d'entrée se sont ouvertes brusquement et une femme en uniforme noir, élégante et sévère, s'est précipitée dehors, tombant à genoux devant le fauteuil roulant de grand-père alors que je l'aidais à sortir de la voiture. Maître Georges, vous êtes de retour, sa voix s'est brisée, nous avons attendu tant d'années, Maître Georges. J'ai fixé grand-père comme si je le voyais pour la première fois. Grand-père, ai-je chuchoté, qu'est-ce qui se passe? Il a placé une main tremblante sur la mienne, à l'intérieur, Chloé, il est temps que tu apprennes la vérité que ton père nous a volée à tous les deux. Mon cœur martelait dans ma poitrine, je n'en avais aucune idée, mais la vie que je pensais connaître était sur le point d'être réécrite depuis le début. L'intérieur du manoir ne semblait pas réel, des lustres en cristal scintillaient au-dessus de nous comme des galaxies gelées, des sols en marbre s'étendaient plus loin que toute la largeur de mon appartement. Des dizaines, littéralement des dizaines d'employés bordaient le couloir, tête baissée au passage du fauteuil de grand-père. Bon après-midi, Maître Georges, bienvenue chez vous, monsieur, c'est un honneur de vous revoir. J'ai avalé difficilement. Grand-père, pourquoi t'appelle-t-il comme ça? Il n'a pas répondu, pas encore. Il m'a guidé pendant que je le poussais vers un bureau massif avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur des collines vallonnées et un lac dont j'ignorais l'existence dans la région. La pièce sentait le bois de pin, le cuir et quelque chose de plus vieux, de plus lourd. Assieds-toi, Chloé, dit-il doucement. Je me suis assise en face de lui à un bureau en acajou de la taille de ma chambre entière. Pendant un moment, il m'a juste regardé, vraiment regardé, ses yeux vitreux mais stables. J'aurais dû te le dire il y a longtemps, commença-t-il d'une voix rauque, mais ton père t'a volé la vérité avant même que tu sois né. Mon souffle s'est coupé. Mon père? Grand-père a hoché la tête lentement. Thomas n'a pas toujours été cruel, mais l'avidité change les gens, et elle l'a changé bien avant qu'il ne t'ait. Je me suis penché en avant, grand-père, dis-moi tout. Il a pris une grande inspiration comme s'il tirait de l'air directement du passé. Le début de la vérité remonte à 40 ans, dit-il. J'ai bâti une entreprise à partir de rien, le groupe Mercier, hôtels, appartements de luxe, forêts, complexes commerciaux, tout ce que tu peux imaginer. Il fit une pause, les yeux dérivant vers un plan encadré au mur. Au moment où ton père a eu 30 ans, l'entreprise valait près d'1 milliard d'euros. Je l'ai nommé directeur financier, je lui ai tout confié. Mon cœur s'est serré, je voyais déjà où cela menait. Il a commencé à faire fuiter des affaires, a continué grand-père, donnant aux concurrents accès à nos plans, détournant de l'argent vers des comptes privés, tout ça dans mon dos. J'ai agrippé les accoudoirs de ma chaise. Il t'a volé? Il a fait pire, a chuchoté grand-père. Il a signé des documents en mon nom, falsifié des approbations, enterré des preuves, et quand je l'ai confronté. Grand-père s'est tu, ses doigts tremblants. Il m'a dit que l'entreprise se porterait mieux quand le vieil homme mourrait enfin.
Mon estomac s'est tordu. Grand-père. Cette nuit-là, dit-il doucement, ma voiture a été poussée hors de la route. Le monde s'est figé. Quoi? Il a hoché la tête. Je ne sais pas si c'était lui, je n'ai jamais eu de preuves, mais le timing, les menaces, le fait qu'il ne m'ait pas rendu visite à l'hôpital. Un sourire amer a tiré sur ses lèvres. J'ai appris à arrêter de poser des questions. J'ai senti ma gorge se nouer. Cet accident? C'est pour ça que tu es en fauteuil roulant? Oui. Mes mains tremblaient. Mon père, ma chair et mon sang, l'homme qui nous a jetés dans la neige était le même homme qui avait brisé le corps de son propre père. Et grand-père avait porté cette douleur seul. Mais je ne suis pas mort, dit grand-père, la voix se raffermissant. J'ai reconstruit. Il a pointé une rangée de vieilles photographies, des images granuleuses d'entrepôts, de piles de bois, d'hommes en vêtements poussiéreux. Cette fois, j'ai tout gardé en mon nom, discrètement, silencieusement, je n'ai jamais utilisé la marque Mercier. J'ai bâti un nouvel empire sous différentes sociétés, différents pseudonymes. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier épais. Chloé, je possède 109 propriétés à travers le pays, des forêts, des immeubles résidentiels à Lyon, des stations de ski dans les Alpes, un quartier commercial sur la Côte d'Azur. Mon poutonnet. Et le portefeuille, ajouta-t-il, les lèvres tremblantes d'une fierté presque timide, vaut plus de 2,3 milliards d'euros. Je l'ai regardé, sans voix. Tu es milliardaire. Plus maintenant, a-t-il corrigé doucement. Tu le es. J'ai étouffé un cri. Quoi? Il a glissé un deuxième dossier vers moi. Un testament. Mon nom, Chloé Grace Mercier, imprimé sur des pages officielles, notarié, signé. J'ai couvert ma bouche de mes deux mains. Mais pourquoi moi? Il a tendu la main et a touché ma joue, son pouce essuyant une larme que je n'avais pas senti tomber. Parce que tu es la seule qui m'a aimé pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Tu m'as nourri quand tu avais à peine assez pour toi-même. Tu m'as poussé dans la neige la nuit où ton père nous a jetés comme des ordures. Et tu ne t'es jamais plainte. Sa voix s'est brisée. Toi, Chloé, pas Thomas, tu es ma vraie famille. J'ai craqué complètement, les larmes coulant sur mon visage alors que je me penchais en avant, posant mon front contre sa main. Grand-père, je ne veux pas de ton argent, je te veux toi. Je sais, a-t-il chuchoté, c'est exactement pourquoi tu mérites tout ça. Il a tapoté le deuxième dossier. Ceci, dit-il, contient chaque crime commis par Thomas, email, virement bancaire, contrat falsifié, enregistrement audio, 20 ans de preuves. J'ai pris une inspiration. Tu as gardé tout ça? Je le devais. Sa mâchoire s'est serrée. Un jour, quelqu'un devra nettoyer la pourriture qu'il a laissée derrière lui. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Chloé, dit-il doucement, je te donne le choix que je n'ai jamais eu. Une longue pause. Tu peux le dénoncer ou tu peux partir. Quel que soit ton choix, je serai à tes côtés. J'ai regardé les deux dossiers, l'un avec une fortune, l'un avec la vérité, et soudain j'ai senti le poids de l'avenir peser sur ma poitrine. Mon père l'avait détruit, utilisé, abandonné, blessé, et moi, j'étais celle qui détenait le pouvoir d'y mettre fin. Mes mains tremblaient alors que je fermais les deux dossiers. Grand-père, ai-je chuchoté. Je n'ai pas peur, ses yeux se sont adoucis. Je sais que tu n'as pas peur, c'est pour ça que le monde est sur le point de changer. Il a souri, un sourire doux, fatigué, fier, et j'ai compris quelque chose d'inoubliable, nous n'étions plus la famille jetée dans la neige, nous étions la famille qui allait tout reprendre, à nos conditions. J'ai à peine dormi cette nuit-là, la confession de grand-père tournant dans ma tête, la trahison, l'accident, la reconstruction, la fortune, l'épreuve. Au matin, ma poitrine semblait remplie de quelque chose de tranchant, rage, blessure, quelque chose de plus sombre que le chagrin. J'ai fait le café comme grand-père l'aimait, de sucre, un nuage de crème. Il m'a regardé silencieusement depuis son fauteuil roulant. Tu penses à lui, a-t-il dit. Je n'ai pas nié. Oui, ai-je chuchoté, j'ai besoin de le voir. Grand-père a hoché la tête lentement. Prends les dossiers. Mon estomac s'est tordu. Le testament aussi? Oui, Chloé, il a besoin de voir ce qu'il a jeté. J'ai avalé difficilement, glissé les deux dossiers épais dans une mallette en cuir. Madame Bertrand m'a aidé et a serré grand-père fort avant de partir. Quoi qu'il arrive, dit-il en saisissant mon poignet, souviens-toi,
ta valeur n'a jamais été dans l'approbation de cet homme. J'ai hoché la tête, mais mon cœur martelait comme une cloche d'avertissement. Le retour à la maison que je n'appelais plus chez moi fut étrange. Le manoir Mercier semblait différent maintenant, ni grandiose, ni intimidant, juste vide. J'ai sonné, des pas ont approché et la porte s'est entr'ouverte. Valérie se tenait là en robe de soie, son visage se durcissant en me reconnaissant. « Toi, siffla-t-elle, qu'est-ce que tu fais là ?» Je suis passé devant elle sans répondre. « Excuse-moi, a-t-elle claqué, ses talons claquant derrière moi, on n'entre pas juste comme ça dans. »« Où est papa ?» ai-je demandé. Avant qu'elle puisse répondre, Thomas Mercier est apparu depuis le salon, verre de whisky à la main, cheveux en désordre, visage rouge comme s'il n'avait pas vraiment dormi depuis Noël. Ses yeux se sont plissés. « Oh » dit-il avec un rire froid et amer, « regardez qui revient en rampant. » J'ai posé la mallette sur la table basse en verre. « Je n'ai pas rampé » ai-je dit en gardant ma voix stable, « je suis venu te donner une chance. » Il a aboyé un rire laid et sans humour. « Une chance ? Toi. » Il a pointé son verre de whisky vers moi. « Toi, sale ingrate. Je te donne une vie de confort et tu choisis ce parasite en fauteuil roulant plutôt que ton propre père. » Mes mains se sont serrées en poing. « Arrête de l'appeler comme ça. » Il s'est approché, son haleine chaude d'alcool. « Alors, qu'est-ce que tu veux, Chloé ? De l'argent ? Des excuses ? Tu penses que tu peux me faire culpabiliser ? » J'ai ouvert la mallette d'un coup sec. « Je veux que tu avoues. » Thomas s'est figé, le visage de Valérie a perdu ses couleurs. « Avouer quoi ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. J'ai ouvert le premier dossier et sorti les pages. Vente d'informations confidentielles, falsification de signatures, détournement de compte. Papa, c'est 20 ans de vol. Ses narines se sont dilatées. Ce vieil homme t'a menti. Il a des preuves. C'est faux, j'ai claqué ma main sur la table, alors explique les virements bancaires que tu as signés. Valérie a haleté doucement. J'ai tourné vers une autre section. Ou les emails que tu as envoyés aux concurrents. Il a arraché une page de ma main, scannant les lignes, ses mains tremblaient. Faux, marmonna-t-il, tout est faux. Puis la bombe a frappé. J'ai sorti une clé USB. Et les enregistrements de toi disant que tu souhaitais qu'il meure pour pouvoir diriger les choses correctement. Aussi faux. Thomas s'est jeté, attrapant les papiers, les déchirant, les éparpillant sur le sol. Ce ne sont que des mensonges, a-t-il rugi. Valérie a reculé. Moi non. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Papa, il aurait pu tout te donner, mais tu l'as détruit. Et quand tu as eu la chance d'arranger les choses, tu l'as jeté dans la neige. Son visage s'est tordu de rage. Tu l'as choisi plutôt que moi, a-t-il craché. Tu ne m'as jamais donné un père à choisir, ai-je chuchoté. Le testament. J'ai ouvert le deuxième dossier, celui avec le sceau doré. Thomas a fixé, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Qu'est-ce que c'est ? Le testament, ai-je dit simplement. Pourquoi ? Pour tout ce qu'il possède, a-t-il ricané. Qui s'en soucie ? Qu'est-ce que ce vieil homme a ? Une pension d'invalidité ? Un fauteuil rouillé ? J'ai glissé la première page vers lui. Ses yeux sont tombés sur le chiffre, 2 314 500 000 € et 109 propriétés. La couleur a quitté son visage si vite qu'il avait l'air malade. Non, a-t-il chuchoté. Non, c'est une ruse. Ce n'en est pas une. Sa mâchoire s'est serrée, son souffle s'est coupé. Il t'a donné ça. À toi. À moi, ai-je confirmé. Pas à moi, a-t-il demandé, la voix se brisant. Je suis son fils. Tu as aussi essayé de détruire tout ce qu'il a construit, ai-je rétorqué. Grand-père a dit, tu as cessé d'être de la famille bien avant ma naissance, point. Thomas a titubé en arrière comme si les mots l'avaient physiquement frappé. Valérie a attrapé son bras. Thomas, dis quelque chose. Elle ne peut pas prendre tout ça. Tu es l'héritier. Tu es son sang. J'ai secoué la tête lentement. Il a choisi le caractère, pas le sang. Ses yeux se sont remplis de quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant, la peur. La vraie peur. Le point de rupture. Tu m'écoutes, grogna Thomas en s'approchant si près que je pouvais sentir l'alcool, si tu apportes ça à la police, si tu me ruines, je jure devant Dieu, Chloé. Je me suis levé,
le regardant dans les yeux. Tu quoi, ai-je dit calmement. Tu me jetteras encore dans la neige? Tu briseras ce qu'il reste de cette famille? Tu l'as déjà fait. Il s'est figé. J'ai rassemblé les papiers lentement, délibérément. C'était ta dernière chance. Non, a-t-il chuchoté, la voix tremblante. Chloé, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton père. J'ai fermé la mallette. Tu as cessé d'être mon père au moment où tu nous as jetés dans le froid. Valérie sanglotait. Thomas a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Adieu, ai-je dit. Puis je suis sorti, passant devant le lustre, devant les rideaux de velours, devant la maison qui n'avait jamais semblé être un foyer. Derrière moi, j'ai entendu quelque chose se briser, peut-être le verre de whisky, peut-être autre chose. Je ne me suis pas retourné. Pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui avais peur. Il avait peur parce qu'il savait que je tenais maintenant la vérité qui pourrait faire s'effondrer tout son monde. Et j'avais fini de protéger les monstres. J'ai conduit directement au bureau de mon ami d'enfance, Maxime Lefebvre, maintenant procureur de la République. Dès qu'il a vu la mallette dans mes mains, son expression est passée de la curiosité alarmée. « Chloé, dit-il lentement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans » J'ai posé la mallette sur son bureau. Tout, ai-je chuchoté. Il l'a ouverte. 5 minutes plus tard, il ne respirait plus. 10 minutes plus tard, il jurait dans sa barbe. Mon Dieu, marmonna-t-il en feuilletant les faux contrats. Ce n'est pas juste du détournement de fonds. C'est du sabotage d'entreprise, de la fraude fiscale, des décennies de crimes. Il m'a regardé fixement. Ton père va aller en prison. J'ai avalé difficilement. Je sais. Maxime s'est penché en avant. Une fois que je dépose ça, il n'y a pas de retour en arrière. Chloé, tu es prête? J'ai fermé les yeux. Les mains tremblantes de grand-père Georges. La neige. La voix de mon père, sors les poubelles. J'ai ouvert les yeux. Fais-le. 3 jours plus tard, le monde a basculé. J'étais dans le manoir de grand-père, en train de lui faire la lecture dans le jardin, quand Madame Bertrand s'est précipitée dehors tenant une tablette. Mademoiselle Chloé, vous devez voir ça. Le titre explosait sur l'écran, flash spécial, perquisition au siège du groupe Mercier. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Les images montraient des agents de la police judiciaire en blouson siglé prenant d'assaut le hall vitré du groupe Mercier. Du ruban jaune bloquait l'entrée. Les employés se pressaient dehors, confus et effrayés. Des cartons, des ordinateurs, des disques durs, tout était saisi. Puis la caméra a coupé, et il était là. Thomas Mercier, mon père. Ses mains menottaient derrière le dos alors que 2 policiers le faisaient marcher à travers la foule. Son manteau coûteux pendait de travers, ses cheveux étaient ébouriffés, son visage vidé de toutes couleurs. Les journalistes l'ont assailli comme des abeilles. « Monsieur Mercier, êtes-vous au courant des charges? Avez-vous volé votre propre père? Niez-vous avoir falsifié des documents? Est-il vrai que votre fille a fourni les preuves ?» Thomas n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Sa bouche était figée à moitié ouverte, le choc saisissant chaque trait. Quand il a enfin levé les yeux, son regard a trouvé la caméra. M'a trouvé. Pendant une fraction de seconde, son expression s'est tordue de rage, de trahison, de peur, tout emmêlé dans une grimace douloureuse. Puis il a été poussé à l'arrière de la voiture de police. La porte a claqué. Les sirènes ont hurlé. La caméra a zoomé sur son verre de whisky vide, toujours posé sur son bureau. La chute de Thomas Mercier avait commencé. Le lendemain, Valérie est arrivée au tribunal avec des lunettes de soleil surdimensionnées, enveloppée dans un manteau de créateur comme si cela pouvait cacher sa culpabilité. Les journalistes étaient impitoyables. « Madame Mercier, avez-vous aidé votre mari? Êtes-vous au courant que votre maison est saisie? Avez-vous menti sur les documents fiscaux? En voulez-vous à votre belle-fille ?» Valérie tremblait, le mascara coulant sur son visage. « Elle ment, a-t-elle crié, Chloé essaie de nous ruiner. Mon mari est innocent. » Un policier a ouvert la porte. « Madame Mercier, entrez. » Ces cris ont résonné longtemps après la fermeture de la porte, face à la télévision nationale. Ce soir-là, toutes les grandes chaînes d'information diffusaient le même sujet, l'effondrement de l'Empire Mercier. Ils ont tout énuméré, fraude, détournement de fonds, falsification de contrats, manipulation d'actifs, évasion fiscale,
tentative de sabotage d'entreprise. Le visage de mon père apparaissait sous les légendes comme un avertissement. Groupe Mercier, tous les avoirs gelés. Enquête en cours. Et puis, des sources anonymes disant que les preuves avaient été soumises par la propre fille de Thomas Mercier. Mon téléphone vibrait sans cesse. SMS, appels, messages vocaux. Je n'ai répondu à aucun. Au lieu de cela, je me suis assise à côté de grand-père sur le canapé alors qu'il regardait silencieusement, ses mains agrippant les accoudoirs. Lorsque la photo d'identité judiciaire de Thomas a flashé sur l'écran, grand-père a fermé les yeux. Pas de satisfaction, pas de triomphe, mais du chagrin. Mon fils, a-t-il chuchoté, la voix se brisant, aurait pu choisir l'honnêteté. Il aurait pu choisir la famille, mais il a choisi l'avidité, Chloé. Et l'avidité finit toujours par s'effondrer. J'ai mis ma main sur la sienne. Il t'a fait du mal, grand-père. Il nous a fait du mal à tous les deux. Tu ne méritais rien de tout ça. Il a hoché la tête, des larmes glissant sur ses joues. Tu as fait la bonne chose, a-t-il chuchoté. Tu as sauvé l'héritage qu'il essayait de détruire. Je l'ai tenu doucement alors qu'il pleurait. Pour la première fois, il ne pleurait pas de douleur, mais de soulagement. Cette nuit-là, je suis passé devant le manoir Mercier. Il semblait plus petit. Des voitures de police bordaient l'allée. Des officiers transportaient des cartons de documents et d'équipements par la porte d'entrée. Un grand avis était scotché sur la vitre, propriété saisie par décision de justice. Pendant un moment, je n'ai rien ressenti. Puis, de façon inattendue, j'ai eu de la peine. De la peine pour la petite fille en moi qui avait cru autrefois que son père pouvait être gentil. De la peine pour le garçon que mon père avait dû être avant que l'avidité ne le prenne. De la peine pour la famille que nous n'avons jamais eue. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit vers grand-père, vers la sécurité, vers la vérité, vers la vie que mon père avait jetée. Et demain apporterait des conséquences auxquelles personne dans la famille Mercier ne pourrait jamais échapper. Le procès a commencé 2 mois plus tard. L'hiver a fondu en un printemps gris et humide, et le palais de justice est devenu une seconde maison pour moi. Chaque matin, j'emmenais grand-père Georges dans son fauteuil roulant, je le faisais rouler dans les couloirs de marbre et je m'asseyais avec lui sur les bancs en bois. Il a insisté pour être là à chaque séance. J'ai besoin d'entendre la vérité dite à haute voix, disait-il. Et il l'a fait. Le premier jour, Thomas a été escorté, dépouillé de ses costumes sur mesure, l'air petit, hagard, comme si l'arrogance avait été drainée directement hors de lui. Il évitait mes yeux, évitait ceux de grand-père. Valérie était assise sur le banc opposé, pâle et tremblante, serrant un mouchoir si fort qu'il s'est déchiré. Elle avait perdu du poids, ses cheveux n'étaient pas coiffés, ses mains tremblaient. Le juge a lu les charges, fraude électronique, fraude d'entreprise, falsification de documents financiers, évasion fiscale, manipulation d'actifs, intention de saboter l'entreprise d'un parent. Chaque mot était un clou. Thomas semblait être transpercé par chacun d'eux. Maxime, mon ami le procureur, se tenait grand et stable. Sa voix résonnait nettement, « Votre honneur, les preuves sont accablantes. » Il a diffusé les enregistrements. Il a lu les emails. Il a affiché les virements bancaires sur l'écran géant. Il a appelé des témoins, d'anciens employés qui ont témoigné avec des mains tremblantes de l'avidité et de la cruauté de Thomas. Thomas tressaillait à chaque enregistrement de sa propre voix, « Le vieil homme doit mourir. Je prendrai tout quand il sera parti. Chloé ne mérite pas un centime. » J'ai entendu le souffle de grand-père se couper à côté de moi. J'ai placé ma main sur la sienne. Je vais bien, a-t-il chuchoté, mais sa main tremblait de façon incontrôlable. Lorsque l'avocat de Thomas a contre-interrogé grand-père, la salle d'audience a retenu son souffle. L'avocat s'est penché en avant, « Monsieur Mercier, étant donné vos antécédents médicaux, n'est-il pas possible que votre mémoire des événements d'il y a 20 ans soit confuse ?» Grand-père l'a regardé droit dans les yeux. « Mon corps est faible, a-t-il dit, mais mon esprit se souvient de chaque fois que mon fils m'a trahi. Certaines blessures ne s'effacent jamais. » La salle est tombée dans le silence. J'ai réprimé un sanglot. Le 4e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Thomas s'est enfin tourné vers nous. Ses yeux creusés, injectés de sang, se sont posés sur la silhouette fragile de grand-père. Pendant un moment qui a pesé plus lourd que la gravité, son visage s'est fissuré. Pas de colère, pas de déni, mais quelque chose de brut, la honte.
Il a baissé les yeux, les épaules tremblantes. C'était la première fois de ma vie que je voyais mon père avoir l'air humain. Le 7e jour, le juge a rendu le verdict. Sa voix était ferme, implacable. Thomas Mercier, la cour vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation. Un halètement a parcouru la salle. Pour vos crimes, a-t-elle continué, vous êtes condamné à 22 ans de prison ferme. Valérie a sangloté dans ses mains. Thomas a vacillé sur ses pieds, la bouche légèrement ouverte, le visage vidé de toute couleur. Puis lentement, mécaniquement, il s'est tourné vers nous, vers grand-père. Il a ouvert la bouche, et un son est sorti qui ne ressemblait pas du tout à mon père, un murmure doux et brisé, « Papa, je suis désolé. » Grand-père a fermé les yeux. 2 larmes ont roulé sur ses joues ridées, mais il n'a pas parlé. Les gardes ont emmené Thomas. La porte a claqué. C'était fini. Après le verdict, la santé de grand-père a décliné rapidement, de façon alarmante. D'abord, c'était de la toux, puis de la fatigue, puis des difficultés à respirer, même avec de l'aide. J'ai installé mon lit dans sa chambre, dormant sur un lit pliant à côté de lui. Chaque nuit, il tendait faiblement la main jusqu'à ce que la sienne trouve la mienne. Je la tenais fort. « Chloé, a-t-il chuchoté une nuit, la voix fine comme de la fumée, ne laisse pas cette obscurité te définir. »« Je ne le ferai pas, ai-je chuchoté en retour, je tais-toi. » Un sourire triste a tiré sur ses lèvres. « Un jour, tu ne m'auras plus. » Ma poitrine s'est fissurée sur les bords. « Ne parle pas comme ça, ai-je supplié. » Il a levé une main tremblante et a touché ma joue. « Tu m'as donné plus de vie que je ne m'attendais à en avoir, dit-il, plus d'amour que mon propre fils. » Ses yeux se sont adoucis. « Et tu porteras cette famille vers l'avant, Chloé. Pas avec la richesse, avec le cœur. » J'ai posé mon front sur le dos de sa main. « Je t'aime, grand-père. »« Je sais, a-t-il chuchoté. » Le dernier matin, la lumière du printemps filtrait à travers les rideaux le matin où il m'a quitté. J'ai apporté un plateau de flocons d'avoine chaud avec du thé à la camomille et au miel dans sa chambre et j'ai appelé doucement, « Grand-père, c'est l'heure de se réveiller. » Le reste de la phrase s'est dissous. Il était allongé paisiblement, les yeux fermés, un léger sourire sur les lèvres. Une main tendue encore vers le côté du lit, l'endroit où mon lit pliant était habituellement. J'ai pris sa main et l'ai tenue contre mon front, sanglotant silencieusement. « Merci, ai-je chuchoté, pour tout. » Il était parti doucement, paisiblement. Un homme qui avait vécu la trahison, reconstruit un empire à partir des cendres et choisi l'amour plutôt que le sang, reposait enfin. J'ai gardé ses funérailles intimes, comme il le voulait. Pas de cercueil en marbre, pas de journaliste, pas d'étalage, juste un cercueil en pin, des fleurs blanches simples et les gens qui l'avaient aidé au fil des décennies. Des centaines sont venus, d'anciens employés, des voisins aux cheveux gris de son vieil entrepôt, des ouvriers forestiers, une femme de chambre d'hôtel qui a éclaté en sanglots en voyant sa photo. Ils ont tous dit la même chose, « Monsieur Mercier m'a sauvé. Il a payé l'école de mon fils. Il a réparé mon toit et refusé d'être payé. C'était l'homme le plus gentil que j'ai jamais rencontré. » Je me tenais là, tremblante, incapable de parler. Quelqu'un m'a serré dans ses bras et a chuchoté, « Vous êtes juste comme lui. » Cela m'a brisé à nouveau. 3 jours plus tard, le notaire de la famille a lu le testament officiellement. Quand il a prononcé mon nom comme seule héritière de 2,3 milliards d'euros, un silence est tombé sur la pièce. Les cadres ont baissé la tête, les vieux ouvriers ont pleuré ouvertement. Madame Bertrand a placé une main sur son cœur. Je ne me sentais pas puissante, je ne me sentais pas riche, je me sentais responsable, profondément, douloureusement responsable. Je suis rentré dans la chambre vide de grand-père ce soir-là, j'ai touché la coudoir de son fauteuil roulant et j'ai chuchoté, « Je ne te décevrai pas. » Une brise a soufflé par la fenêtre ouverte. Peut-être juste le vent, peut-être lui. Quoi qu'il en soit, je me sentais moins seul. Le deuil vient par vagues. Certains jours, il m'a frappé comme un camion dès mon réveil. Certaines nuits, il s'est glissé silencieusement, s'installant sur ma poitrine jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Le manoir semblait trop grand sans grand-père Georges, son fauteuil roulant vide, sa tasse de thé toujours sur le comptoir, son rire résonnant dans des coins que mon père n'avait jamais remplis. J'ai passé des semaines à travailler sur des documents juridiques, à transférer des actifs et à rencontrer des conseils d'administration que grand-père dirigeait autrefois depuis l'ombre. Tout le monde me regardait avec un mélange de crainte et d'incertitude, une fille de 28 ans, soudainement à la tête d'un empire.
Mais je n'avais pas peur parce que grand-père m'avait laissé quelque chose de plus puissant que l'argent, un plan pour vivre. J'ai tout renommé Groupe Héritage Mercier, nouveau logo, nouvelle mission, nouvelle politique. La première chose que j'ai mise en œuvre, des bourses payées pour les jeunes travailleurs issus de familles en difficulté. Grand-père croyait toujours que le talent ne devrait pas être enchaîné par la pauvreté. La deuxième chose, une formation éthique stricte. Plus d'avidité, plus d'exploitation. Et la troisième, chaque employé, du concierge au cadre, serait traité avec dignité. Il ne s'agissait pas de réécrire le passé, mais de construire l'avenir que grand-père n'avait jamais pu voir. J'ai rencontré Lucas Durand par hasard. C'était un architecte consultant pour l'un de nos projets de rénovation. Grand, aux yeux doux, avec une présence calme qui ressemblait à de l'oxygène après des mois de suffocation émotionnelle. Lors de notre première rencontre, il m'a regardé. Pas mon titre, pas mon argent, moi. Vous avez l'air épuisé, dit-il doucement. À quand remonte votre dernière nuit de sommeil? J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Quelque chose s'est réchauffé en moi. Nous avons commencé à prendre le café après les réunions, parlant de design, de vie, de deuil, d'espoir. Il n'a jamais poussé, jamais fouiné, il est simplement resté. Un soir, alors que nous marchions dans la roseraie que grand-père aimait tant, Lucas s'est arrêté. « Tu portes tellement de choses toute seule, murmura-t-il. Je peux gérer, ai-je dit. Je sais que tu peux, répondit-il, mais tu n'es pas obligé. Et juste comme ça, une fissure dans mon armure a laissé entrer la lumière. Au cours de l'année suivante, nous avons construit quelque chose de doux, stable, réel. Le printemps suivant, nous avons accueilli notre fils, Léo-Georges Durand-Mercier. J'ai pleuré quand je l'ai tenu, pas de peur, mais parce qu'il semblait que la vie avait enfin bouclé la boucle. J'ai chuchoté dans sa petite oreille, tu sauras qui était ton arrière-grand-père, je m'en assurerai. À l'anniversaire du décès de grand-père, nous avons tenu la toute première cérémonie de la bourse d'honneur Georges Mercier. La salle était remplie de centaines de jeunes gens. Des enfants de foyers brisés, des enfants abandonnés par leurs parents, des enfants qui travaillaient 2 emplois comme je l'avais fait autrefois. En montant sur scène, les lumières se sont intensifiées. Les visages me regardaient avec espoir. Ma gorge s'est serrée. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil à l'énorme portrait de grand-père, le même sourire doux, les mêmes yeux chaleureux, ma peur s'est dissoute. J'ai parlé avec mon cœur, l'année dernière, à Noël, mon père m'a jeté, moi et mon grand-père, dans la neige. Il a poussé un vieil homme en fauteuil roulant dans la nuit glaciale parce qu'il pensait que les apparences comptaient plus que les gens. Parce qu'il croyait que la gentillesse était une faiblesse. Il croyait que l'argent définissait la valeur. Il croyait que la famille était quelque chose qu'il pouvait contrôler. J'ai fait une pause, le souffle tremblant. Il avait tort. La salle est devenue silencieuse. Mon grand-père, Georges Mercier, a survécu à la trahison, à la pauvreté, au handicap et à des décennies de silence. Et pourtant, il a choisi la gentillesse à chaque fois. Il a bâti un empire non pas sur l'avidité, mais sur la patience, non pas sur la cruauté, mais sur l'intégrité. J'ai regardé les étudiants, certains essuyant des larmes. Il m'a laissé 2,3 milliards d'euros. Mais ce n'est pas l'héritage qui a changé ma vie. Le véritable héritage était celui-ci, si vous gardez votre dignité et votre gentillesse, vous ne serez jamais les mains vides. Une vague d'émotion a balayé la salle. Vous n'avez peut-être rien aujourd'hui. Vous pouvez vous sentir abandonné. Vous pouvez penser que le monde vous a jeté dans le froid. Je sais ce que ça fait. Mais écoutez-moi, vous pouvez tout reconstruire. Pas par colère, mais avec du cœur. J'ai souri à travers mes larmes. Mon grand-père croyait aux secondes chances, et cette bourse est sa seconde chance, vivant à travers vous tous. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas polis, ils étaient tonitruants, bruts, guérisseurs. Je suis descendu de la scène et des dizaines d'étudiants m'ont serré dans leurs bras. Ils pleuraient. Je pleurais. À ce moment-là, j'ai senti grand-père à mes côtés. Dans chaque battement de cœur, chaque inspiration tremblante, chaque étincelle d'espoir éclairant la pièce. Tard cette nuit-là, j'ai marché seul dans la roseraie, Léo endormi dans les bras de Lucas à la maison. Les roses étaient du rouge le plus profond que j'ai jamais vu. Je me suis arrêté près du banc préféré de grand-père, j'ai tracé mes doigts sur la gravure que Lucas avait faite pour moi en l'honneur de Georges Mercier, un bâtisseur de cœur. Une brise a fait bruisser les pétales. Grand-père, ai-je chuchoté, j'espère que je t'ai rendu fier.
Pendant un instant, juste un instant, j'ai senti une chaleur sur mon épaule. Peut-être le vent. Peut-être autre chose.